Les saveurs de l'écriture. Une émission débat sur la littérature et autour des écrivains. Ils sont jeunes, hommes et femmes qui risquent tout, y compris leur vie. De jeunes Africains qui se laissent éblouir par les mirages de l'émigration irrégulière. Les saveurs de l'écriture évoquent cette aventure douloureuse, traumatisante et souvent infructueuse. Notre invité Koumba Sall, auteur de l'ouvrage Les Vendus du désert, fiction romanesque qui relate l'incroyable odyssée de Karim. Les saveurs de l'écriture avec cette enseignante vivant au Québec, c'est ce mercredi de 16h10 à 17h sur RSI et sur l'ensemble des supports digitaux de la RTS. Les saveurs de l'écriture, émission présentée par Arona Diouf. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans les saveurs de l'écriture, l'émission littérature de Radio Sénégal qui reçoit aujourd'hui Koumba Sall, chers auditeurs, notre invitée enseignante de profession, titulaire d'une maîtrise et d'un DEA en lettres modernes. Elle fut successivement professeure de collège, de lycée et formatrice au CRFPE. En 2009, elle est sélectionnée par la Fondation Ford, qui lui octroie une bourse d'études au Canada. Après une maîtrise en éducation à l'Université du Québec à Montréal, un certificat en enseignement à l'Université de Montréal, Koumba Sall est depuis 2018 professeur de français à Montréal. Après des mots pour elle, À quoi rêvent les anges, Les Vendus du désert, roman paru aux éditions Nuit et Jour. Madame Koumba Sall, bonjour. Oui, bonjour Arona. Merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Sénégal et les saveurs de l'écriture. Les Vendus du désert, votre ouvrage, il s'agit en fait d'une fiction romanesque d'origine testimoniale qui relate l'incroyable odyssée d'un jeune Sénégalais, Karim. Mais Koumba Sall, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous intéresser d'abord à l'actualité. L'actualité avec ce drame migratoire qui s'est joué récemment au large de la République dominicaine dans la mer des Caraïbes. Les autorités de la République dominicaine ont fait une découverte macabre mardi aux abords des eaux de Rio San Juan. Des ossements ont été trouvés dans une pirogue de migrants, révélant une tragédie humaine d'une ampleur effroyable. Après des analyses approfondies des objets retrouvés sur les victimes, tels que des téléphones portables, des pièces d'identité et des GPS, la marine dominicaine a conclu que ces 14 personnes étaient originaires du Sénégal et de la Mauritanie. Sur une image bouleversante, on peut distinguer les noms de 3 victimes. Abdoulaye Gaye, Yanko Batal et un dénommé Wahad, dont le prénom reste incertain. Cette découverte soulève de nombreuses questions sur les motivations et la destination finale de ces malheureux migrants. Alors, ce drame, je le rappelle, a eu lieu le mardi 6 août 2024. Et justement, avant d'en savoir un peu plus sur les réelles motivations de ces candidats à cette aventure incertaine, que vous inspire, Koumba Sall, ce drame migratoire? Merci Arona pour cette invitation. Cet énième drame, comme vous le dites, si bien m'inspire de la tristesse, de la désolation, mais aussi du dépit. Et un peu de honte aussi et de la gêne. Je suis gênée parce que là, si vous écoutez bien l'audio, il parle d'ossements. Ça veut dire que c'est des cadavres qui ont duré là-bas et c'est des restes humains qu'on a trouvés. Et on parle de Sénégalais et de Mauritaniens, d'Africains en général. Et ça me fait mal quand je vois ça et quand j'entends ça. Et parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui motive ces jeunes à aller vers la mort. Parce qu'en quittant les côtes sénégalaises avec des pirogues de fortune, des pirogues artisanales, et comme je l'ai lu dans l'article aussi, ils disent que c'était une pirogue de 13 mètres de long, ne possédant ni moteur, ni voile, ni gouvernail. Donc quoi de plus suicidaire que de prétendre traverser des milliers de kilomètres dans une embarcation de cette nature? Comme tout le monde, je me demande ce qui motive ces jeunes. Car comme je le fais dire à Karim dans le livre, qu'est-ce qui est plus important que la vie?
il n'y a rien de plus important que la vie. À quoi servent les richesses si on n'est pas assez vivant pour en profiter? Qu'est-ce qui peut expliquer cette détermination à mourir? Est-ce une malédiction? Est-ce un effet de mode? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un vent de folie qui souffle dans le continent africain? C'est à se poser la question. Qu'est-ce qui arrive à la jeunesse africaine? À la jeunesse africaine. Donc, en tout temps, l'homme a eu peur de la mort. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? C'est une certaine défiance envers la mort. Les jeunes n'ont plus peur de mourir. Et on va y revenir. Alors, Kafountine, Rufisque, Saint-Louis, Bargny, Fass-Boye, des points de départ pour ce voyage périlleux. Il ne se passe un jour sans que la presse ne fasse cas d'interpellation de migrants par la patrouille de la marine sénégalaise. Pourquoi, selon vous, le phénomène persiste toujours, Koumba Sall? C'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui motive ces jeunes? Qu'est-ce qui les pousse vers le néant? Où est-ce qu'ils trouvent cette détermination à aller vers la mort, à mourir, à vouloir mourir coûte que coûte? Et c'est une obsession. C'est une obsession chez les jeunes d'aujourd'hui. Sur toutes les côtes sénégalaises, mauritaniennes, en tout cas sur toutes les plages, on se rend compte que les jeunes n'hésitent plus à prendre la pirogue pour aller mourir. Et ils savent qu'ils vont directement vers la mort. Mais tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à la jeunesse africaine? Et je pense que c'est le temps de réagir. Nos autorités doivent réagir, trouver des solutions durables pour empêcher ces jeunes-là d'aller vers la mort. Les Vendus du désert, une fiction romanesque, disais-je, qui relate l'histoire du jeune Karim Silla, un jeune Sénégalais maçon de profession qui vivait heureux avec sa famille jusqu'au jour où inconsciemment, il a décidé de payer pour mourir. Comme lui-même, il le dit. Finalement, la détermination, vous en parliez tout à l'heure, l'envie de voyager et de vouloir changer le cours de la vie l'emporte sur les risques encourus. Payer pour mourir, effectivement, et les jeunes payent pour mourir. Parce que quand ils sont au Sénégal, des fois, ils ne travaillent pas, ils sont au chômage. Mais des fois, ils se débrouillent quand même avec de petits boulots et ils parviennent à rassembler une certaine somme. Maintenant, au lieu d'investir cette somme-là dans un projet qui pourrait peut-être leur rapporter plus, ils préfèrent donner ça à des passeurs qui leur vendent du rêve et puis ils vont s'embarquer dans des aventures périlleuses au prix de leur vie. Donc, c'est exactement payer pour mourir. C'est la bonne formule que j'ai fait utiliser dans le roman. Ouais. Alors, comme la plupart des jeunes de son âge, Karim peut motiver, par son travail de maçon, bâtisser des châteaux en Espagne. Autre élément déclencheur, Koumba Sall, c'est l'appel de son ami Abdou, émigré en Espagne, qui auparavant avait pris les pirogues et obtenu ses papiers, et qui travaillait maintenant dans une usine. Alors là, il fallait coûte que coûte s'engager dans ce voyage pour ensuite exposer, pour pouvoir exposer en tout cas sa vie sur les réseaux sociaux. Ça également, c'est un élément. Oui, exactement. Je parcourais votre journal tout à l'heure et j'ai vu dans une sorte de dessin animé où c'est exactement la même chose que vous dites. Ce jeune qui veut aller coûte que coûte en Europe et qui veut se laisser convaincre. C'est exactement la même chose. Son ami est en Espagne et il l'appelle pour lui dire il faut venir parce que ici c'est la belle vie, c'est l'Eldorado, il faut venir. Donc lui, c'était pas dans ses projets de partir. Mais c'est en ce moment qu'il a commencé à réfléchir. Pourquoi je reste ici? Pourquoi je reste au bled? Ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'avenir pour moi ici. Le mieux pour moi, c'est d'aller en Espagne, rejoindre mon ami Abdou. Regarde-le. Ça fait même pas 3 mois qu'il est parti et il a déjà réussi sa vie. Il a commencé à bâtir une maison. Oui. Mais est-ce la réalité? Est-ce que c'est ça la vraie réalité? Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces images que l'on expose sur les réseaux sociaux? Donc, les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans la prise de décision chez les jeunes. Maintenant, comment déconstruire cela? Comment déconstruire cela? C'est peut-être sensibiliser les jeunes sur le fait que ce qu'ils montrent dans les réseaux sociaux, c'est pas vraiment ça. Parce que moi, c'est ça l'élément déclencheur de mon roman. Oui, ce personnage existe réellement. C'est un jeune maçon que j'ai connu qui a travaillé pour nous, pour notre famille. Et un jour, j'ai vu sa photo sur Facebook. Il affiche une photo avec un Kalachnikov à la main. Oh. Et ça m'a choquée.
Je l'ai appelé sur le champ pour lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu fais avec un Kalachnikov. Et il m'a dit c'était du temps où j'étais en Libye. J'étais gardien de prison. J'ai dit, de maçon à gardien de prison et en Libye en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il a commencé à me raconter son histoire. Et c'était tellement triste et tellement éprouvant que je lui ai demandé s'il pouvait faire des audios pour m'envoyer ça. Parce que là, j'avais fini mon premier livre. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, là, c'est des histoires qu'il faut mettre au grand jour. C'est des histoires à raconter pour participer à la sensibilisation. Et démotiver les jeunes à prendre la route. Alors, pour Karim Silla, il fallait emprunter la route libyenne parce que dépité, on l'a dit, par la misère au pays. Sauf que là, il ne fallait rien dire à personne, surtout à sa mère qui ne l'aurait jamais laissé partir dans ces conditions. En tout cas, pas dans la clandestinité. Ok. Donc, dans mon livre, j'ai présenté 3 cas de figure. Il y a le premier cas de figure, c'est représenté par Karim et Doudou. Là, je vais y revenir un peu. Karim qui, en cachette, réunit son pactole, planifie son projet de voyage et ne dit rien à sa maman. Sauf à son ami. Mais c'est les jeunes, ils communiquent, ils ont des secrets, ils se comprennent, donc ils partagent. Donc, le jour du départ, il s'en va de la maison comme s'il allait travailler. Et sa maman qui sent que son fils va partir, et je l'ai dit, ça, la fibre maternelle a tiré, mais elle ne savait pas dans quel sens. Donc, là, lui a dit, viens ici, je vais prier pour toi. Il s'est agenouillé devant elle, elle a prié pour elle. Elle lui a dit, reviens-nous vite parce que je te prépare ton plat préféré aujourd'hui. Et là, il essuie une larme parce qu'il sait qu'il va partir et il part en cachette. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui partent dans ces conditions. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est les parents qui font tout, qui réunissent les moyens du voyage. Qui, des fois, vendent leurs bijoux, des mamans qui vendent leurs bijoux, ou bien des parents qui hypothèquent des maisons pour financer le voyage. Et là, je dis que c'est à peu près ce qui se passait du temps de l'esclavage. Sacrifier un ou deux, un fils pour sauver d'autres. Donc, pour eux, c'est celui qui s'en va. On est sûr à 90% que peut-être il va mourir. S'il parvient à survivre, c'est la grande chance, il va sauver les autres. Mais s'il meurt aussi, il va mourir en martyr. C'est le cas de Khalifa. Donc, le troisième cas, c'est les rescapés de guerre. Le cas de Jean, l'Éthiopien. Donc, c'est la guerre dans son pays. Ses parents sont morts. Ses frères et sœurs ont été assassinés. Il n'a plus rien à perdre. Il s'est dit, je vais quitter le pays parce que ça me rappelle des souvenirs atroces. Je quitte le pays. Et on va revenir sur ce cas-là de l'Éthiopien. Mais on va s'arrêter un peu sur le cas de Khalifa. Au Sénégal, vous l'avez tantôt dit, c'est une réalité. Toute une famille participe à ce que j'appellerais cet effort de guerre-là. Et souvent, c'est un investissement risqué. Les jeunes restent en mer, mais pour autant, on continue à investir dans cette aventure un certain combat. Oui, c'est le manque d'espoir. Ce manque d'espoir qui touche aussi bien les parents que les jeunes. Parce que quand j'écoute les lutteurs qui font des prières à l'endroit de leurs parents, ça fait rire certaines personnes. Mais je me dis ça, c'est un effet de société. Parce que dans la société africaine et sénégalaise plus particulièrement, réussir, c'est réussir teral samay waajur. sama yaay dafa sonn donc il faut nga teral say waajur. C'est ça. C'est ça. Donc c'est tellement ancré dans les mentalités que c'est ça qui les motive. Et les parents aussi quand un fils veut se sacrifier pour ses parents des fois ne disent pas non. C'est ce qui fait que certains parents réunissent cette somme-là pour permettre à leurs jeunes de pouvoir voyager et de revenir en fils prodige. Alors, quand même, c'est sérieux, incompréhensible. Même les chiffres de l'horreur des personnes décédées en Outre-mer ou dans le désert qui ne cessent de grimper. Et ça n'entame en rien la motivation de ces jeunes à partir. Aidés en cela, on l'a rappelé tantôt par leur famille. Est-ce qu'on peut parler là d'échec
de nos politiques. Oui, mais on peut carrément, effectivement, on va parler d'échec de politique d'emploi des jeunes. Mais parce que moi, ce que j'ai constaté, par exemple, je vais parler dans le domaine de l'éducation que je maîtrise plus. Parce que qu'est-ce que j'ai vu au Sénégal, c'est que les jeunes restent dans l'enseignement général jusqu'à plus de 20 ans ou 25 ans. Et moi, je trouve que ce n'est pas la bonne méthode. Parce que si je peux me permettre une étude, une comparaison entre le système éducatif un peu sénégalais et canadien que j'ai eu à fréquenter les deux, au Québec, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à 16 ans, le jeune a fini l'enseignement général. À 16 ans, il a fini l'enseignement général et il va aller au cégep pour faire 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, on va le former à des métiers techniques. Il va faire de l'enseignement technique pour avoir des compétences, savoir faire quelque chose. Être opérationnel et pouvoir rentrer dans le marché du travail. Donc, après ces 3 ans-là, le jeune peut choisir soit rentrer directement dans le marché du travail, arrêter les études, ou bien allier les deux, études et travail, études à temps partiel et travail, ou bien choisir d'aller à l'université. Donc, on lui donne 3 opportunités à partir de 16 ans. Et avant ces 16 ans-là, à partir de 14 ans, on lui donne l'autorisation de travailler dans des magasins pour avoir son argent de poche. Donc déjà, on responsabilise les jeunes. Alors qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 25 ans, tu es dans l'enseignement général. Qu'est-ce que tu sais faire? Rien du tout. Donc lire des textes, géographie, histoire, littérature. Ou des poèmes. Oui, c'est pas ça qui nourrit son homme. Donc c'est pas ça qui fait vivre. Moi, je pense qu'il y a une grande réforme à faire à ce niveau-là. Et d'autre part aussi dans le secteur informel, le cas de Karim Silla dans le livre est très édifiant. C'est un maçon. Oui, il a 22 ans, il maîtrise le métier de maçon. Il a commencé à engager des chantiers et il s'est fait même un pactole de 5 millions, ce qui lui a permis de voyager. Mais après tout ce périple, toutes ces difficultés qu'il a traversées, il arrive en Espagne. Et en passant, je dis que c'est le métier de maçon qu'il ne voulait pas au Sénégal qui l'a sauvé. Et c'est le métier qui l'a sauvé. Donc, il arrive, on lui dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il lui dit, je suis maçon. Et qu'est-ce qui prouve que tu es maçon? Il n'a aucun papier. C'est en ce moment qu'on lui fait une formation d'appoint de 3 à 4 mois et qu'on lui donne une certification qui va lui permettre d'être inséré dans le milieu du travail. Et pourquoi pendant peut-être une dizaine d'années, il a pratiqué ce même métier au Sénégal, mais il n'y a aucun papier qui prouve qu'il était maçon. Donc ça, c'est un point que j'aimerais que les autorités du Sénégal rectifient un peu. Le jeune ouvrier, le jeune tailleur que tu places au marché, le jeune carreleur qui est avec un entrepreneur, le maçon qui fait son métier, il peut maîtriser, après 5 ans ou 6 ans, il va maîtriser le métier, les ficelles du métier. Mais rien qui prouve qu'il peut travailler, qu'il a la certification. Donc, il faut qu'ils œuvrent dans ce sens. Parce que la nature a horreur du vide. Les jeunes, s'ils ne font rien, ils vont réfléchir à quelque chose. Ils vont élaborer des projets. Est-ce que ces projets sont rentables pour eux? Est-ce que ces projets les mènent vers la mort? Eux, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, c'est de réussir. Koumba Sall, les auteurs de Les Vendus du désert, invités de Les Saveurs de l'écriture sur Radio Sénégal. Ce voyage, on l'a vu, ne sera pas de tout repos pour ces candidats. La région ouest-africaine d'abord, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger. Il fallait passer par plusieurs épreuves, par des postes de police frontaliers et de douane, ces prédateurs à l'affût, à mort de tels des loups affamés flairant une proie. Ça également, c'est des difficultés dans la sous-région ouest-africaine. Oui, c'est les difficultés du périple. Le voyage, c'est très difficile parce que j'ai suivi le jeune Karim à partir du Sénégal. À Buntu-Pikine, il a pris le bus pour aller au Mali. Et là, j'en profite un peu pour parler de nos pays, de la route, etc. Une fois au Mali, il va rester là-bas une journée, une demi-journée. Il va aller à Burkina Faso, aller ensuite au Niger, ensuite en Libye, Côte d'Ivoire, Libye. Okay. Ils vont traverser tout le désert libyen et
pour arriver sur la côte méditerranéenne. Et c'est à partir de là-bas qu'ils vont prendre les pirogues. Donc, ce long voyage-là nécessite des fonds. Parce que pour traverser les frontières, la carte d'identité ne suffit plus. Il fallait, comme il l'a dit, soudoyer, traverser les frontières à coups de billets de banque. Il faut payer pour passer. Donc, et les postes frontaliers étaient tellement rapprochés que à chaque fois qu'ils pensaient qu'ils avaient échappé, ils tombent sur une autre patrouille. Ce qui fait qu'ils ont dépensé la moitié de l'argent qu'ils avaient, l'argent de poche qu'ils avaient, en corruption. Et à un moment donné, ils ont essayé de trouver des cachettes. Karim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la semelle de sa chaussure pour y placer son pactole et laisser comme ça dans le bus au vu et au su de tout le monde, et parce que personne ne soupçonnait qu'il y avait de l'argent. D'autres qui recyclaient les ourlets de leurs pantalons ou bien les bonnets. Et donc il fallait être astucieux pour ne pas se faire spolier, parce qu'on les fouillait littéralement pour leur voler leur argent. Et des voyageurs spoliés. Le cas de Boubacar, un jeune Sénégalais retrouvé au Burkina Faso, obligé de mendier pour pouvoir s'en sortir. Oui, parce que lui aussi il s'est fait arnaquer. Il a donné tout son argent à un passeur qui a disparu avec et qui n'est jamais revenu pour le convoyer. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a emprisonné. Et une fois en prison, il a feint la folie parce qu'il ne parlait pas la langue locale. Il a feint la folie et on l'a libéré pensant qu'il était un malade mental. C'est comme ça qu'il errait dans les rues de Ouagadougou. Et Karim et ses amis l'ont trouvé. Et j'ai fait que le Babacar et Khalifa ou Karim, je pense Karim soient dans le même quartier. Ils l'ont reconnu. Donc ça devait les motiver à rebrousser chemin. Mais non. Au contraire, ils ont dit, ça c'est juste une exception. La règle, c'est d'arriver en Espagne ou en Italie. Donc ça les a pas empêchés. Et il y a d'autres cas comme ça. Oui, il y en a plusieurs cas qui devaient les inciter à bien réfléchir, à rebrousser chemin. Oui, mais non. Mais bon, non, voilà. Toujours sur les motivations du voyage Koumba Sall, outre ce désir de fuir la misère en Afrique, il y a les tensions sociopolitiques. On s'arrête un peu sur le cas de Jean l'Éthiopien, un Tigréen, obligé de fuir sa région natale de Gondar, parce que chez lui, en Éthiopie, un Tigréen ne peut être frère d'un Oromo. Une raison suffisante pour s'entretuer, il fallait donc fuir. Ok, ça c'est la cause de la guerre civile au Rwanda. Donc, en Éthiopie. Oui, mais au Rwanda, parce que je parle des Hutus et les Tutsis. Donc ça, c'est, si vous avez lu un peu Gaëlle Faye, elle parle de ça dans son livre. Donc c'était juste un problème de nez épaté ou de nez long. Pour te montrer le ridicule. La cause des guerres, c'est même pas fondé. Des fois c'est économique, des fois c'est ethnique. Et là, c'est la même chose en Éthiopie. Oromo et les autres ethnies ne se piffaient pas, ne se supportaient pas, parce que tout simplement, ce sont des ethnies différentes. Donc, ce qui fait que c'est ça la cause de la guerre. Et devant lui, il avait 14 ans, on a décapité son père, on a assassiné ses sœurs et ses parents, comme je l'ai dit dans le livre, gisaient sur terre comme de vulgaires quartiers de viande. Et c'est à cause de la souffrance que lui il dit que non, je ne peux plus rester ici, je vais m'en aller. Et si vous avez bien lu le roman, je ne précise pas la destination Espagne ou Italie. Je dis Europe. Parce qu'un voyage, ça se planifie et on a une destination précise. Mais les jeunes n'ont même pas de destination. Europe, il faut qu'ils arrivent en Europe, n'importe où en Europe, sauf le Sénégal, sauf le Jolof, comme je l'ai dit dans le livre. Donc, pour vous dire que l'ampleur du fléau, l'ampleur du problème, c'est vraiment... En tout cas, pour Jean, l'Éthiopien, en tout cas, il utilisera des mots très, très forts. Très lourds, voilà. Il faut vivre ou mourir, peu importe pour moi à présent, dira-t-il. Je suis déjà un cadavre. C'est pour se dire que la profondeur de sa souffrance, les guerres civiles en Afrique, qu'est-ce que ça cause comme dégâts, qu'est-ce que ça cause comme choc mental, comme choc psychologique. Et ces déplacements-là, des fois, c'est pas motivé. Parce que
des fois, ils s'en vont en Afrique, comme c'est le cas ici. Il y en a beaucoup qui viennent ici. Il y en a qui vont dans d'autres pays. Mais lui, Jean, il s'est dit, j'étais enfant soldat, j'ai tué, je me droguais. Et maintenant, il fallait sortir de cette vie-là. De cette ville. Peut-être que c'est juste un groupe de jeunes qui l'a dépassé. Il est entré avec pour peut-être essayer de rallier l'Europe et oublier la guerre. Et l'Éthiopie n'étant qu'une goutte dans la mare noire où s'enfoncent nos pays africains, avec aujourd'hui plus d'une dizaine de conflits armés. Une quinzaine de conflits en Afrique de l'Ouest. Le Soudan, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Actuellement, tout le monde est au courant. L'Est de la RDC. La RDC, l'Éthiopie, Mali, plus proche de chez nous, Burkina Faso. Donc cette instabilité politique-là, c'est ça qui pousse les jeunes à vouloir fuir. Le phénomène migratoire existe depuis toujours, mais c'est très accentué maintenant. Et l'Europe n'étant plus ce qu'elle était avant, il y a 20 ans, même on voit maintenant des flux migratoires de l'Europe vers l'Amérique. Par exemple, beaucoup de personnes que je connaissais qui étaient en France sont en train maintenant de migrer vers le Canada. Le Canada ou les États-Unis. Oui, ou les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Donc, pour vous dire que le phénomène est mondial. Et comme je le dis tout le temps, moi, j'enseigne à des élèves hispanophones des fois. Et que quand ils m'expliquent leur parcours migratoire, eux aussi, c'est pas juste en Afrique que la migration, l'immigration clandestine est présente. Eux aussi, ils suivent des chemins très périlleux pour arriver au Canada. D'abord aux États-Unis, et des États-Unis, ils essaient de rallier le Canada. Le Canada, la Libye, dernière étape avant de rallier les côtes européennes. Là aussi, il fallait subir toutes sortes d'humiliations entre fouilles, emprisonnement, bastonnades. On peut le dire comme ça, cette terre africaine est un véritable cimetière pour les subsahariens. Oui, la Libye, c'est en fait autre chose, parce que je ne veux pas verser dans l'étiquetage, mais pour certains Arabes, le noir africain est un esclave. Et ça ne peut pas sortir de leur tête. C'est des réalités. Oui, c'est des réalités. Je ne parle pas de tout le monde, mais pour certains Arabes. Donc, une fois que ces jeunes Africains débarquent en Libye, pour eux, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Ils sont kidnappés, ils vont travailler dans des champs d'oliviers, comme c'était le cas de Khalifa. Oui. Donc, pour lui-même, c'était une aubaine de tomber sur quelqu'un qui puisse l'utiliser gratuitement, sans le taper, sans le bastonner, sans le torturer. Donc, vous voyez le niveau d'humiliation où ils sont arrivés. Donc, c'est pour vous dire que la Libye, c'est l'étape la plus atroce, la plus dure pour ces jeunes-là. Et en plus, il y a le désert. Ils traversent le désert avec un peu de nourriture, parce que c'est dans des pick-up qui sont entassés par une trentaine, quarantaine, avec juste un peu d'eau, un peu de couscous et un peu de nourriture, du pain. Donc c'est avec ça qu'ils doivent traverser. Et le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent de soif. Des fois, il fait tellement chaud que les voitures prennent feu. Et quand ces cas de figure arrivent, c'est juste les chauffeurs et son acolyte qui sont sauvés. Tout le reste, on les laisse là-bas. Ils vont mourir de soif et de faim. Il y a également les femmes, souvent forcées il y a à la prostitution. Oui, c'est ça. On les force à la prostitution. On les utilise comme source de revenus, monnayant leur corps. Et il y a des enfants aussi. Donc le phénomène est vraiment... Voilà, un véritable crime organisé, des bandes mafieuses, des coupeurs de route qui dictent leurs lois sous le regard impuissant des dirigeants libyens et souvent la communauté internationale. Oui, c'est un réseau très bien organisé et qui a ses ramifications dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, même au Sénégal ici. Il suffit juste d'un coup de fil. Mais parce que si vous lisez le livre, Karim, une fois à Buntu Pikine pour prendre le bus, on l'a mis en rapport avec une personne. Lui, il s'attendait à voir un colosse, je l'ai dit dans le livre, un colosse qui peut supporter le monde sur ses épaules. Mais il tombe sur un vulgaire rabatteur. Ce qu'on appelle les coxeurs ici. Donc, une personne vraiment banale qui ne comprend rien à ce qu'il fait.
au crime auquel il participe. Donc, après lui avoir posé cette question, est-ce que c'est avec toi qu'on m'a mis en rapport, qu'est-ce que je dois faire? Il lui indique, va prendre le bus là-bas et il va vaquer tranquillement à ses occupations. C'est bon pour vous montrer comment il banalise ces assassinats. Oui, je vais dire ces assassinats, comment il les banalise. Donc sa part était faite, il va vaquer à ses occupations. Donc Karim était une proie, il est pris au piège, il ne le sait pas. Et puis la vie continue pour lui. Et il s'enfonce. Oui. À chaque étape, il s'enfonce de plus en plus dans l'engrenage. Okay. Il est pris au piège. Okay. Et un phénomène qui s'est exacerbé, on le sait surtout après l'assassinat de Muammar Kadhafi. Oui. Le désert qui est devenu le lieu de refuge de ces bandits. Pour dire que donc la mort de Kadhafi, en tout cas le gouvernement de transition libyen n'est pas parvenu à asseoir son autorité sur ces groupes et factions. Du coup, dans la Libye d'aujourd'hui, Koumbassal, les droits des migrants sont gravement bafoués. Ouais. Et là, certaines organisations de défense des droits de l'homme s'offusquent de la position européenne complice à leurs yeux, préférant fermer les yeux sur ces atrocités afin d'empêcher ces migrations illégales. Oui, moi je dirais plus, pas juste fermer les yeux, mais il devrait leur donner même les moyens pour repousser ces jeunes-là, pour les retenir, ce qui est vraiment grave. Donc, eux, l'essentiel, c'est qu'ils débarquent pas chez eux. Parce qu'ils en ont assez vraiment de ces jeunes-là qui, coûte que coûte, veulent rentrer dans ces pays européens. Donc, ils les financeraient même. J'utilise le conditionnel parce que c'est donc des informations que je trouve dans les réseaux sociaux pour retenir ces jeunes-là, pour les maintenir en Libye, pour les torturer, les tuer et les retourner dans leur pays si c'est possible. Et en plus de ça, on demande des rançons aux parents qui sont restés ici. Donc, imagine un parent qui hypothèque sa maison, rassemble une certaine somme pour permettre à son fils de rentrer, d'aller en Europe. Et à un moment donné, on t'appelle pour te dire, si tu ne donnes pas 300 000, 500 000, tout de suite, on va tuer ton fils. Et dans le livre, il y a un chapitre intitulé « Les appels de la mort ». Ouais. Je pense que vous l'avez lu, c'est atroce. C'est atroce et c'est on appelle la famille. Oui. On bastonne, on en direct. En direct. En direct. Et il y a des cris atroces. Mais c'est voulu, c'est fait à dessein pour inciter la famille à réagir très rapidement. Donc c'est vraiment atroce. Et c'est exactement comme ça que Karim me l'a expliqué. Il les torturait, il les tapait, il les attachait comme de vulgaires, comme du bétail. Et ils sont torturés, ils sont battus, c'est vraiment atroce. Et il y en a même qui, après ça, peuvent mourir. Et il dit qu'après ça, on les expose, on les attache dehors, on les expose sous le chaud soleil pour donner un exemple aux autres, pour leur montrer que si vous ne payez pas, c'est ça qui va vous arriver.
Et c'était, il y avait cette peur-là, parce que ça pouvait tomber du jour au lendemain sur un Arona ou bien sur une Kumba, parce qu'il fallait choisir comme ça au hasard, et dès que ça tombait sur toi, c'est fini. Oui, c'était fini. C'était ton tour. Alors, hélas, et comme si l'histoire se répétait, pendant des siècles, des Africains ont capturé leurs frères pour les livrer aux Blancs. Oui, c'est exactement la même chose. Durant l'esclavage, c'est ça qui se passait. Des Africains qui ne comprenaient pas grand-chose à ce qui se passait, capturaient leurs frères africains pour les livrer aux esclavagistes. Et dans le livre aussi, c'est à peu près la même chose. À un moment donné, les captifs étaient devenus des alliés avec les passeurs, avec les kidnappeurs. Et c'est eux-mêmes qui travaillaient pour ces autres kidnappeurs. Et Karim, lui, il a faim. Ouais. Il a fait semblant d'être avec eux pour pouvoir faire échapper ses amis et s'enfuir lui-même. Donc, pour montrer un peu le côté sympathique du personnage. Lui, au moins, il était conscient, mais il a juste joué le jeu. Il fallait jouer le jeu. Oui, jouer le jeu pour pouvoir s'échapper, faire échapper surtout le jeune Doudou. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Doudou Faye, le jeune Doudou Faye, c'est un personnage qui a existé aussi réellement. Mais oui, c'est un personnage, c'est pas un personnage, c'est une personne. Non, je l'ai fait rappeur dans le livre. Mais c'est une personne qui a réellement existé, Doudou Faye. 14 ans, c'est le plus jeune migrant qui a disparu et qui est mort. Et ça a été relayé dans la presse sénégalaise en ce temps-là. Donc c'est ça que je me suis inspirée un peu de cette actualité-là pour montrer que vraiment c'est pas juste les jeunes de 20 à 25 ans qui tentent l'aventure, mais il y a les moins jeunes aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les frais de scolarité qu'on lui donnait pour aller étudier, il les a économisés pour prendre la route à l'insu de ses parents. Donc, en toute innocence. Et ce qui le motivait, c'est lui, il voulait être rappeur, comme les rappeurs américains. Donc, il voulait être rappeur, et il maîtrisait ses textes, il faisait des rimes avec Karim et tout. Et c'est ça qui l'a motivé. Pour vous dire qu'ils sont tellement inconscients des fois, c'est qu'en suivant l'actualité ou bien les réseaux sociaux, qu'ils prennent des décisions qui les mènent dans des situations périlleuses. Du coup, on ne saura jamais le nombre de vies perdues depuis l'Afrique jusqu'aux berges de l'Espagne, de l'Europe. Les médias ne donnant que des estimations, je le cite Silla. Chacun de nous savait que tout ce monde n'arrivera jamais à destination. Nous étions persuadés que la moitié des voyageurs qui quittaient les côtes libyennes allaient périr en mer, mais nous étions plus que jamais déterminés à mourir. Oui, ça c'est la détermination, parce que c'était clair que tout le monde n'allait pas arriver. Des pirogues qui peuvent juste embarquer une cinquantaine de personnes, on y met 150 ou 200 personnes, et la pirogue, le moteur a explosé 2 fois, ils l'ont réparé, et même que quand la pirogue ne démarrait pas, ils étaient tous anxieux. C'est comme si ils sont comme obsédés par cette envie d'arriver en Europe. La mort, ils s'en foutent complètement de la mort, ce n'est rien. Mais mourir ou arriver, c'est pareil pour nous. L'essentiel, c'est de quitter le Jolof, quitter le Sénégal, quitter cette pauvreté, quitter la misère. C'est ça leur objectif. Donc, c'est vraiment un problème, un fléau qui est devenu... c'est mondial, mais c'est plus africain. Et sans y voir ces interrogations de Silla, notre Afrique qui continue d'offrir ses enfants en holocauste pour l'épanouissement des autres nations, qu'avons-nous fait pour mériter ce sort? Sommes-nous maudits? Sommes-nous un peuple damné? Pourquoi ce sacrifice continuel est inutile? Quand est-ce que tout cela allait finir? Madame Kumba Sall, on vous repose les mêmes ou bien les mêmes questions. Quand est-ce que ce supplice va enfin prendre fin? Quand est-ce que tout ceci va finir? Parce que, comme je l'ai précisé dans le livre, l'Afrique donne les moyens de leur développement aux autres pays. Nous avons les ressources naturelles. Nous avons les ressources humaines. Nous avons les connaissances. Qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut pour décoller, pour déclencher le développement? Quand est-ce que tout ça va finir? Ça va finir quand les autorités africaines, le peuple africain, prendra conscience du fait que seuls les Africains peuvent développer l'Afrique. Aucun Européen, aucun Américain
aucun Indien ne va venir ici développer notre continent. Au contraire, ils vont essayer de nous enfoncer pour prendre appui sur nous et décoller, continuer à développer leur pays. Donc nous devons prendre conscience, les autorités, les nouvelles autorités sénégalaises, les autorités africaines doivent prendre conscience que l'Afrique doit être aux Africains. C'est les Africains qui doivent développer l'Afrique. Et inculquer les valeurs. Hein, oui. Et au détour d'une discussion entre Ibrahima et Karim, voilà, le manque de sérieux des Africains, de nos autorités a été pointé du doigt. Oui, j'ai profité de cette discussion-là. Très intéressante. Oui, très intéressante du fait, pour souligner, mettre le doigt sur beaucoup de problèmes qui gangrènent la société africaine et sénégalaise. Moi, je vais toujours abonder dans le sens de l'enseignante, de l'éducatrice. Je me dis que le problème est très profond et il faut prendre le mal par la racine. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par l'éducation pour construire un homme nouveau. L'éducation est le moyen par lequel on peut fabriquer cet homme-là. C'est parce que c'est à l'école qu'on peut inculquer toutes les valeurs qu'on veut à l'enfant. Comme je l'ai dit, l'esprit poreux de l'enfant peut aspirer toutes les valeurs qu'on lui donne. Donc, à partir de la maternelle, inculquons aux enfants le civisme, des valeurs par exemple comment protéger les biens publics, comment se comporter en société, comment traverser la rue, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ces petites choses-là qui sont inculquées à l'enfant dès le bas âge et qu'on continue à inculquer à cet enfant jusqu'à l'âge de 16 ans. À 16 ans, on va produire un adulte responsable, prêt à s'insérer dans la société. Parce que nous, on a un problème d'éducation populaire, de masse. Tout le monde se comporte comme si la rue lui appartenait, comme le bien public appartient à tout le monde. Bête de bourre, on dit comme ça. Oui, on s'en fout. Donc, si on n'est pas conscient du fait que c'est nous-mêmes qui devons prendre soin de nos biens, donc on n'arrivera jamais à atteindre l'idéal que l'on recherche. Ce que j'ai vu dans les autres sociétés que j'ai eu à visiter, c'est que ils ont une discipline populaire. Ils sont disciplinés quand même. Ils sont disciplinés. Oui, ils sont disciplinés. Alors, les douloureux événements politiques de mars 2020, vus de l'extérieur, c'était l'occasion pour Karim et Ibrahima de réfléchir sur le sort, ou si vous voulez, le devenir de ce pays. C'est que le mal est profond et le peuple, les jeunes surtout, au-delà des doléances collectives, avaient des comptes à régler avec l'État, avec les dirigeants, avec les chefs religieux et avec eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. Mais parce que nous, ces événements-là, on les a vécus de l'extérieur, nous de la diaspora. On n'était pas ici, mais on l'a vécu en live, en direct. Et je pense qu'on a été plus affectés que vous qui étiez ici, parce qu'on voyait les images en direct. Moi, je me rappelle cette journée-là, c'était une journée de tension. J'avais trop mal pour mon pays. Je me sentais interpellée. Et je me dis, à la une de l'actualité. Donc, on connaissait le Sénégal, vitrine de la démocratie ouest-africaine. On connaissait ce Sénégal de paix, de calme, de dialogue. Ce Sénégal de collaboration entre des personnes appartenant à des religions différentes. Donc, à un moment donné, c'est comme s'il y avait un chamboulement. Le pays qui prend feu. Des jeunes qui sont assassinés. Donc, on avait trop mal. Nous de la diaspora. Et c'est ce qui m'a inspiré cette discussion-là entre Karim et Ibrahima. Ibrahima enseignant et Karim qui a émigré illégalement. Donc vous voyez, cette discussion est très lucide. Chacun donne ses opinions. Et ils essaient de cerner le problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? À un moment donné, Karim lui dit il y a 2 camps. Et on dit que il y a beaucoup de morts de l'autre camp et Ibrahima qui lui dit il n'y a pas de camp, c'est nous, c'est le Sénégal, c'est nous qui perdons, c'est notre pays. Il faut qu'on essaie de le stabiliser, de travailler pour que notre pays aille de l'avant.
Et là, il s'est dit, moi, je ne vais plus rester ici, il faut que je rentre pour participer au développement de mon pays. Karim, voilà, avec son statut de réfugié, donc il ne pouvait plus retourner, donc il a décidé de revenir. Il a pris un billet aller simple. Aller simple, voilà. La suite de Karim, est-ce qu'on peut penser également à une suite des vendus du désert? Parce que Karim, il est décidé à ne plus retourner en Europe. Oui, ça se pourrait. Je pourrais envisager d'écrire un autre livre qui pourrait être la suite de Karim. Mais là, je suis en train de travailler sur un livre qui parle de migration, mais de migration de l'autre côté, pas des Africains, mais des hispanophones, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. De l'autre côté, comme les Brésiliens, les Chiliens, la République dominicaine. Il y en a beaucoup au Canada. Ils sont nombreux là-bas. Et eux aussi, ils prennent la route et ils viennent à pied. Ils marchent. Donc, je suis en train d'écrire. J'ai un projet d'écriture sur leur parcours migratoire, mais de l'autre côté, pour faire un peu la comparaison. Mais ce serait quand même intéressant de faire une suite de Karim pour voir qu'est-ce qu'il est devenu au Sénégal, qu'est-ce qu'il est devenu une fois qu'il a investi son argent. Parce que le roman aussi, c'est conçu comme un cercle fermé. Au début, il a acheté un billet aller simple pour retourner au Sénégal. Et à la fin, c'est qu'il a quitté, il avait quitté le Sénégal pour aller en Europe. Donc, c'est un cercle fermé. Pour montrer que le voyage, là, ça peut être un engrenage, un labyrinthe qui emprisonne. Et pour terminer, vu de l'extérieur, la littérature africaine, sénégalaise particulièrement? Oui, la littérature africaine sénégalaise se développe, surtout la littérature sénégalaise se développe. Je vois beaucoup de jeunes auteurs, et j'en parlais, je pense, la dernière fois. J'aimerais bien que ces jeunes auteurs-là soient promus, qu'on les vulgarise un peu pour qu'ils soient connus et qu'on commence à les inviter dans les classes pour qu'ils se présentent. Parce que ça ne sert à rien d'étudier une PB, c'est des classiques, on peut les étudier, ils ont écrit des choses merveilleuses, mais ça, le temps, ça avance aussi. La modernité, il y a de jeunes écrivains contemporains, on peut de temps en temps étudier leurs œuvres dans les classes, après avoir choisi des œuvres intégrales classiques, par exemple, ajouter d'autres œuvres de contemporains et inviter ces personnes-là qui viennent dans les classes présenter leurs œuvres. Je pense que c'est plus réaliste. Koumba Sall, merci. Je vous remercie, Aruna. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir dans nos studios. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. C'est tout pour ce présent numéro des Saveurs de l'écriture. Émission mise en onde par Ibrahima Fall et Demba Sarr Ngagne. Un grand merci à Demba Malick Mbodj, Elisabeth Agnessar et Kodoussié Biaye. Chers amoureux de la lecture, on se retrouve dans 15 jours. Les saveurs de l'écriture. Une émission débat sur la littérature et autour des écrivains. Les saveurs de l'écriture permettra aux auditeurs de comprendre le contenu de certaines œuvres, aussi des discussions à bâton rompu avec des auteurs sur l'actualité littéraire. Les saveurs de l'écriture, un mensuel diffusé les mercredis de 16h à 17h sur RSI 92.5 et sur l'ensemble de ses plateformes digitales. Les saveurs de l'écriture, émission présentée par Arona Diouf.